Shalom? Ça va français. Français, c'est le meilleur au monde. British. Oh mon Dieu. Do you consider yourself a patriot? Ay, מה זה? I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center. There is no Arab center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Dans ce 37e épisode, je vous emmène à la découverte d'un court-métrage israélien très original qui sera diffusé dans le cadre du Festival du cinéma israélien de Paris le samedi 21 mars, avant le long-métrage Oxygène de Nathalie Brown à 18h30. Ce court-métrage s'intitule Shift On et il est réalisé par Hillel Ben-Zev Perlov. Et le sujet, c'est celui de l'armée. Je vais vous lire le petit texte écrit par le réalisateur. Le film retrace mon parcours de jeune photographe confronté aux dures réalités de la politique de mon pays lors de mon service militaire obligatoire de 3 ans. Dans une base d'artillerie du désert du Negev, armé d'un appareil photo argentique, je documente mon quotidien pour tenter de trouver une lueur d'espoir au milieu de la brutalité imposée. Alors ce court-métrage a remporté de nombreux prix. C'est une coproduction franco-israélienne et exceptionnellement, le réalisateur, donc Hillel Ben-Zev Perlov, est avec nous aujourd'hui. Alors, shalom Hillel, bien merci d'avoir accepté cette interview sur Falafel Cinéma. Avant de commencer à parler de ton fils, de ton film, je voulais savoir comment tu allais avec vu les circonstances. Voilà. Ça va, je suis en France, ma famille est en France, ma sœur est à New York, ma tante, mes cousines sont à Athènes, donc pratiquement tout le monde est parti d'Israël, malheureusement. C'est très triste, mais on se sent qu'il n'y a plus la sécurité en Israël depuis malheureusement déjà beaucoup d'années. Donc de plus en plus de gens qui sont des penseurs, des médecins, tout le monde part. Donc ouais. Mais moi ça va bien, c'est juste le moral qui est un peu en baisse. Je comprends. Et justement, ton film Shift On parle de ce sujet, parle de la guerre, parle de l'armée. Je voulais savoir, quand on regarde Shift On, on sent que l'appareil photo, parce que tu es photographe, c'est pas seulement un outil, enfin un médium pour documenter, mais c'est aussi une façon de tenir à distance ce que tu vivais. Je voulais savoir à quel moment tu avais compris que l'appareil photo pour toi, c'était une façon de te protéger et de résister aussi intérieurement à ce que tu vivais. Je ne pense pas que je comprenais ces idées que je représente dans le film à l'époque. Parce que à l'époque, j'avais 18, 19, 20 ans. Et je suivais ce que je devais suivre. J'étais quand même assez conscient du système et de choses inégales qui m'ont été imposées. Mais je pense que l'utilisation de la caméra, enfin de l'appareil photo argentique, à l'époque, n'était pas consciente de la même niveau et du même niveau que je représente dans le film. C'est-à-dire que je prenais des photos parce que ça m'a fait du bien, mais je n'ai pas compris que ça permettait d'être libéré. Et tu faisais de la photo avant d'aller à l'armée déjà? Oui, je fais des photos. Cet appareil photo avec lequel je fais les images qui sont représentées dans le film. Je l'avais reçu pour mon anniversaire de 13 ans. Oh, donc pour mon bar mitzvah de la part de mon oncle qui est un soundman. Il est ingénieur de son pour le film et la télévision. Il travaille sur Téhéran pour le moment à Athènes. Wow, ok.
Et lui, il est photographe, on va dire amateur parce qu'il fait ça, il fait pas ça pour sa vie, mais il est photographe très doué qui continue un peu l'état d'esprit de mon grand-père, parce qu'il était très proche de lui, mon grand-père David Perlov, qui était photographe cinéaste. Donc, c'était ton grand-père. Ouais. J'étais pas sûre. Oui, donc mon oncle m'a offert cet appareil photo pour mon bar mitzvah. Et à l'époque, je prenais des photos avec lui, avec cet appareil photo argentique, mais je l'ai abandonné à un moment. Et je faisais que des photos avec mon téléphone ou des photos numériques. Mais quand je me suis enrôlé, j'étais enrôlé à l'armée, et j'ai repris l'appareil photo argentique parce que ça m'a paru justement un outil. Peut-être j'avais compris la force qu'il incarne en lui, l'appareil argentique, parce que ce n'est pas pareil comme le téléphone ou voilà. Bien sûr, hein. Et puis on peut pas voir ce qu'on a pris en photo tout de suite. On peut pas refaire ou corriger ou recadrer. C'est figé. Oui, c'est comme si c'est figé. C'est-à-dire que c'est plus un appareil photo argentique. C'est plus une l'expression du temps et l'expression, c'est-à-dire la perception du temps, elle est beaucoup plus réelle que la perception avec l'appareil photo numérique, et surtout avec le téléphone qui est très immédiat. La relation est très immédiate. Donc, puisque j'étais enrôlé pour un service obligatoire de 3 ans, donc ça m'a attiré de prendre des photos avec l'appareil argentique parce que j'étais bloqué dans ce temps infini. Et du coup, tu as dû prendre des milliers d'images. Donc, tu les faisais développer une fois par an. Enfin, comment tu as fait le process Je n'ai pas pris autant de photos que ça. Je pense avoir pris... C'était en moyen une pellicule par semaine. Donc 36 photos, 35 photos, on va dire, par semaine. Et donc, on va dire 150 semaines. Donc, oui, à peu près 1000 photos, on va dire. 1000 images tout au long de 3 années. Et oui, donc je faisais 5 jours dans la base militaire. Et chaque week-end, j'allais développer la pellicule à Tel Aviv quand je revenais chez moi, quand je retournais chez moi à Tel Aviv. Comment réagissaient les autres soldats? Est-ce que ça t'a isolé par rapport à eux ou ça t'a permis parfois de créer du lien? Parce que tu as vécu des choses très difficiles sur le plan corporel, dans les relations qu'il y avait avec les autres soldats, il y avait beaucoup de harcèlement aussi. Donc, qu'est-ce que ça t'a permis? Est-ce que ça t'a permis à la fois de te faire des amis ou t'isoler? Oui, j'ai été très isolé dès le début parce que même hors la question de photographie de la caméra, de l'appareil photo, j'étais très isolé parce que j'étais à l'époque, mais même plus maintenant, je suis un être, on va dire, pacifiste. Et donc, pour moi, j'étais comme un alien, comme un extraterrestre là-bas. Je ne comprenais pas ce que je faisais là-bas et j'étais en rage vers tout ce qui se passait dans cette base, que ce soit la façon des commandants et comment ils me parlaient, soit juste l'ambiance très violente qui est typique pour une base militaire d'artillerie. Donc ouais, j'étais assez extraterrestre là-bas, isolé, je veux dire, dès le début. Et oui, et le fait que j'étais photographe, ça m'a même exclu plus que ça, parce que non seulement que j'étais bizarre, c'est-à-dire je n'ai pas respecté les règles, j'étais avec la chemise dehors de mon pantalon, j'étais avec la casquette en arrière, avec mes lunettes de soleil, puisque j'étais en rage la plupart du temps. Donc, de plus,
J'avais un appareil photo argentique, donc ce qui m'a vraiment rendu très bizarre. Ouais. Aux yeux des autres, je veux dire. À la fin de mon service, je pouvais me reconnecter avec les gens. Je veux dire, je pouvais aller vers les gens, vers la compréhension des gens. Parce que déjà, j'étais plus proche à la fin du service, donc j'étais un peu plus léger. Mais comme tu l'as demandé, oui, l'appareil m'a permis de me connecter avec les gens parce que ça a créé un lien avec cet outil. Et je voulais savoir quand tu as fait ce film, donc tu as commencé pendant le Covid, hein, je crois. Qu'est-ce que tu voulais éviter de dire dans ton film, de ce qui avait déjà été dit sur l'armée, par exemple, sur la façon dont est perçu Israël, et c'était quoi le but dans ton récit? En fait, ce qu'on voit souvent dans les films sur l'armée, c'est soit des films qui dénoncent vraiment le service militaire, soit des films qui montrent plutôt la fraternité, un peu dans l'absurde. Là, c'est vraiment quelque chose de très original. Dans ton film, on voit beaucoup de solitude, en fait. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tu avais cette idée-là au départ, quand t'as réalisé ton film, ou c'est venu au cours de la réalisation? Que je vais représenter mon histoire personnelle, ce qui raconte, comme tu le dis très bien, un isolement extrême d'une personne qui n'est pas d'accord avec où il se trouve, mais impuissant parce que c'est obligatoire. Donc, mais au fur et à mesure, j'ai compris que mon histoire personnelle, elle représente pas que moi-même, elle représente toute une société, la société israélienne, où où elle vit que cette société, elle vit dans un pays où c'est obligatoire d'aller à l'armée. Donc, avec je voulais prendre ma prise de vue assez isolée, assez individuelle, pour parler du nom de la société israélienne. Donc, on se trouve à 18 ans, sans forcément vouloir. Donc, je suis, comme je l'ai dit, de toute façon, je suis contre la guerre. Après, je pense que depuis le 7 octobre, ça a été plus difficile pour moi parce que j'ai commencé à questionner même cette idée en moi qui est contre la guerre, parce que je me suis dit peut-être c'est inévitable d'aller vers la guerre. Donc c'était plus dur pour moi, mais ce que je voulais représenter dans le film, c'est le fait que non seulement c'est le service obligatoire qui est toujours présent, c'est en fait les guerres qui sont toujours présentes partout. Donc que ce soit en Israël ou ailleurs, ça va toujours revenir si on va pas parler de l'individu et de la souffrance qu'on fait tous partie. Et justement, le film donne l'impression d'un dialogue entre le jeune homme que tu étais et le cinéaste que tu es devenu. Est-ce que ce film a permis de rapprocher ces deux versions de toi, ou est-ce que ça a, au contraire, creusé la distance entre les deux? De la manière du cinéma lui-même, de l'acte de faire du cinéma, ça m'a beaucoup rapproché ça m'a connecté moi, parce que c'est un film sur mon expérience vécue, et l'artisanat, le métier du cinéma, parce que je montre dans le film comment je replonge dans les photos à travers le processus argentique, tout en développant mes photos de l'époque. Donc c'était comme un atelier de mémoire, donc tout a un peu été en convergence. Mais oui, c'est juste que le travail était très long. Ça t'a pris combien de temps? Et donc ça m'a un peu... j'ai travaillé sur le film 5 ans, on va dire, ouais. Ouais. Mais si on inclut dedans le service militaire, ça fait 10 ans. Mais non, je veux dire, ça m'a plutôt rapproché à moi-même comme réalisateur, parce que
j'ai pu prendre la force, enfin, je veux dire, le fait que je tiens mes archives, c'est devenu ma force dans la création du film. Donc, Je voulais savoir, le film est aussi c'est une coproduction franco-israélienne. Est-ce que le fait que ce soit une coproduction franco-israélienne, ça t'a donné plus de liberté? oui, je pense que c'est le fait que ce soit une production israélienne et française, ça m'a donné plus de liberté parce que heureusement, j'ai eu plus de moyens de faire le film. Et aussi, je pense que puisque j'ai eu cette prise de vue française, j'ai pu aller vers l'universel, vers le plus loin que mon pays, où je ne vis plus. Donc ça m'allait très bien. Et je pense que oui, avec le fonds que j'avais, j'ai pu filmer ici, en Israël, et donc j'ai eu plus de liberté. Oui. Comment le film a été perçu en Israël? Il a été projeté, je crois, en Israël. Le film a été projeté en Israël lors du festival de Doc Aviv en mai 2025. Et il avait un prix au festival Musique et Cinéma à Marseille. Et à Doc Aviv, écoute, il a été très bien accepté. Les salles, il y avait 3 projections, les salles étaient pleines. Et j'avais de bons retours. Et après le festival, je l'ai projeté à une galerie qui s'appelle The Photo House, la maison de la photo. C'est une galerie qui représente un travail d'un photographe israélien qui prenait des photos pendant la création de l'État. Et donc elle vend des photos de photos de ce photographe, mais il y a une galerie où on peut exposer. En bref, j'ai exposé mon travail photographique du film. Donc j'ai fait une exposition de photos qui sont dans le film et projection dans la même galerie en même temps. C'était où? Et c'était à Tel Aviv. À Tel Aviv. Wow. Et donc, dans aussi, j'ai fait 3 ou 4 projections qui étaient pleines, mais après, j'avais des retours un peu plus différentes. Et oui, il y en a certaines qui ont été en colère vers moi ou qui n'ont pas compris ce que je voulais dire. C'est-à-dire, il y avait des gens qui pensaient que je prends une position anti-israélienne, alors que je prends une position qui est nuancée, on va dire, parce qu'elle ne représente pas un narratif politique. Donc il y a des gens qui justement ont analysé ma position comme si c'était une position politique et directe, mais c'est eux qui ont fait cette analyse en fait. Mais non, en général, les retours étaient très bien et voilà. Donc, qu'est-ce que tu dirais au public français pour donner envie de voir ton court-métrage? Donc, il passe le samedi 21 mars à 18h30 avant le film Oxygène de Nathalie Brown. Oui, au Majestic Passy. Et il y a encore une projection au Musée d'art et d'histoire du judaïsme au Marais, dans le Marais, le dimanche 22 du coup. À 10h30 le matin, il y aura un Q&A, questions-réponses avec moi après la projection, mené par Ariel Schweitzer. Et qu'est-ce que je dirais aux spectateurs français? Et aux spectatrices. Je dirais, tout d'abord, j'aimerais bien que vous veniez voir mon film, mais d'autant plus que je pense que c'est une opportunité de voir des photos d'il y a 10 ans, de vues assez rares qu'on voit pas assez dans le cinéma israélien, je trouve, mais d'un point de vue assez spécifique, c'est-à-dire
je crois que mon film représente un point de vue qu'on voit pas beaucoup, donc je recommande. C'est très beau les images du film, je suis très content. Et d'ailleurs, je l'ai vu là sur un petit écran et j'irai le revoir avec plaisir sur grand écran. Il est vraiment très beau. Puis on voit les images des ruines Navatel qui sont classées à l'UNESCO aussi. Oui. J'avais une dernière question sur cette filiation, relation que tu as avec ton père qui est dans le film et celle de ton grand-père qui est cinéaste. On a l'impression que tout ça est comme une boucle un peu. Et que c'est comme une évidence, non? Oui, alors mon grand-père cinéaste, il est le père de ma mère. Et c'est ma mère qui a monté le film. Incroyable. Donc oui, il y a comme un boucle qui se ferme, mais il ne se ferme pas encore parce que je suis toujours en train de faire du cinéma, j'espère. Mais oui, il y a tout à fait. J'ai bien réfléchi, je réfléchis toujours et je prends inspiration du travail de mon grand-père qui faisait des documentaires dans les années 60, 70, voilà. Et oui, c'est des grandes chaussures. Qu'est-ce que c'est que je dis souvent que je dois me mettre, ouais. Oui, parce qu'il y a un de ces films qui sera projeté au festival aussi, si je me trompe pas. Oui, il y a un film de mon grand-père, un film de fiction qu'il a réalisé dans les années 60. Son premier long métrage de fiction qui est extraordinaire avec Yossi Banai qui est un comédien énorme. Et d'autres comédiens, et c'est vraiment très beau. Donc oui, et d'autant plus, la projection hommage au musée d'art d'histoire de judaïsme, il est très important pour moi parce qu'il y avait une rétrospective des films de mon grand-père en 2018 là-bas. Donc pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi. Tu peux être très très fier de ton travail. Ouais. Merci. Mais écoute, merci beaucoup Hillel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc rendez-vous au Festival du cinéma israélien de Paris à partir du 17 mars. Merci à toi Yael. Merci d'avoir écouté Falafel Cinéma et à bientôt pour un prochain épisode. Special for you to remember Israel.